Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler des aides financières dédiées au projet cybersécurité pour les petites et moyennes entreprises avec deux invités, Alice Sutra-Fourcade. Bonjour Alice. Bonjour. Et Quentin Bédéno. Bonjour Quentin. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et Paul Amar. Bonjour. Alors Alice, en premier lieu, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, avec plaisir. Je m'appelle Alice Sutra-Fourcade et je travaille chez BPI France, la banque publique d'investissement. Je travaille à la direction de l'accompagnement. Nous accompagnons des PME et des ETI françaises sur toutes sortes de sujets. Et moi, je suis en particulier chef de projet sur les dispositifs d'accompagnement à la cybersécurité. Quentin ? Quentin Bédéno, moi je suis consultant en cybersécurité depuis presque une dizaine d'années maintenant. Je suis directeur technique chez Stif, qui est un cabinet de conseil pure player en cybersécurité. On accompagne les clients ETI, PME, avec le dispositif Diac Cyber de BPI et également des grands comptes sur l'accompagnement, leur mission, leur amélioration en cybersécurité, que ce soit de la GRC ou du SOC. Alors disons que je suis le patron d'une petite ou moyenne entreprise, par exemple dans le domaine industriel. Donc mon métier, c'est bien entendu pas du tout la cybersécurité, mais j'ai bien compris qu'il fallait que j'adresse cette problématique. Alors, par quoi est-ce que je dois commencer ? Est-ce que je peux me faire aider ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'aides qui vont permettre de savoir comment faire. Déjà, je pense que le vivier de ressources en tant qu'expert en cybersécurité, il manque pas. Aujourd'hui, on a plein de consultants en freelance ou dans des cabinets de conseil qui sont capables d'accompagner les entreprises. Et dans le premier cas, tout le temps, commencer par un audit pour savoir où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on a envie d'aller. La question après, c'est de savoir quel est le prix qu'on va mettre dessus lors de cet audit. Et je pense que c'est là où les différents dispositifs d'aide, que ça soit régional, de la BPI ou bien les EDIH, vont rentrer en compte et vont permettre d'avoir cette prestation à moindre coût. Mais de quelle prestation parle-t-on ? Un audit ou un diagnostic cyber, c'est un audit à 360 degrés qui doit prendre en compte la sécurité physique de l'organisation, la gouvernance, la sécurité des identités et des accès au poste de travail, à la partie sécurité de l'administration, à la sécurité du réseau, la sécurité des prestataires, et puis également la partie résilience, parce qu'aujourd'hui on parle de continuité d'activité. Donc l'objectif, c'est vraiment sur tous ces volets-là, d'avoir un état d'évaluation et un positionnement. Après, on peut prendre le référentiel qu'on le souhaite, soit à partir des 42 mesures d'hygiène de base de l'ANSSI, qui est le dispositif, le référentiel de base de la BPI, ou bien repartir sur de l'ISO ou du NIST, mais dans tous les cas, il nous faut une overview à 360 degrés sur la maturité en cybersécurité de l'organisation. Et combien ça coûte pour les structures, ce type d'audit ? Aujourd'hui, un audit, on est dépendant de la taille, on est en général sur un audit qui va durer 1 semaine à 2 semaines pour une seule entité physique. Donc je parle d'une entreprise entre 10 et 250 personnes. Donc entre 1 semaine et 2 semaines, on est entre 5 000 et 10 000 euros en général. Et là, je parle sans aide. Après, en fonction des aides qui sont en place, on peut aller jusqu'à 50% de la facture qui est prise en charge. Oui, mais alors justement, tu parles de plan d'action. Cette partie d'audit, en fait, c'est un état des lieux, c'est ça, mais après, derrière, s'il y a des remises en conformité à faire, ou si simplement on veut implémenter de la sauvegarde ou des choses comme ça, quelle est l'étape suivante, en fait ? Aujourd'hui, les aides, elles sont découpées en 2 parties. Il y a une première partie qui est vraiment orientée sur le diagnostic et l'audit, avec chacun son modèle. Donc la BPI qui vient avec une offre forte sur laquelle tout est encadré du début à la fin. Les aides régionales qui, elles, sont plutôt sur faire ce qu'il a envie et en fonction de la prestation qu'il a vendue auprès de son client. Pour l'accompagnement, là c'est pareil, on va avoir des plans d'action DR. Ça peut être mettre en place un anti-spam ou un firewall au niveau de l'entité. Ça peut être aussi de l'accompagnement ou du service managé avec un SOC en MSSP ou des services, je sais pas, d'anti.
toute cette seconde phase d'accompagnement et d'amélioration réellement de la cybersécurité, donc et la mise en œuvre en général de l'audit, enfin du plan d'action qui a été décrit après l'audit, elle peut être aussi prise en charge aujourd'hui. Alors les aides sont un petit peu différentes. On est souvent sur du remboursement également de dépenses qui ont déjà été faites. Donc je pense que ça, d'un point de vue de dirigeant, c'est important de prendre en compte dans sa gestion comptable et dans son besoin de fonds de roulement. L'autre élément qui est important, c'est de se dire, je peux tout prendre en compte sur cette seconde phase, sur ce volet d'accompagnement, que ça soit du service, du logiciel ou du matériel dédié à la cybersécurité si nécessaire. Tu parles de présentation de facture, donc il y a quelque chose que je comprends pas bien, c'est la PME en fait mandate un cabinet pour faire un audit et ensuite demande à se faire rembourser, ou est-ce que c'est le cabinet qui fait l'audit qui déclare être intervenu chez cette PME et qui touche 50% de la somme directement par le système des aides? Sur toutes les aides régionales, et le DIH, on est sur un accompagnement, enfin sur un remboursement de facture. Donc le cabinet, la société va mandater un cabinet de conseil, soit parce qu'elle a été sollicité l'expert fait son travail, et ensuite, une fois que l'expert a été payé, le remboursement se fait sur la facture avec la mention acquittée. Et quels sont les experts ou les entreprises est-ce qu'il y a des accréditations particulières qui font que derrière, il va y avoir un remboursement avec des aides associées? Ou est-ce que globalement, on peut prendre n'importe qui Ça dépend de l'aide et du choix. Alors la BPI, je laisserai Alice en parler. Sur la BPI, qui est aussi un autre format en termes de facturation qui est assez intéressant pour les dirigeants. Pour les formats régionaux, déjà il faut que l'expert soit en général un cyber de l'Île-de-France. Il faut que la société et l'expert soient présents en Île-de-France. C'est la même chose pour la région Grand Est ou pour la région Hauts-de-France, où il faut qu'il y ait au moins une entité légale qui ait un bureau. Donc la région de France, la région Île-de-France, les exigences ou bien certifiées cyber France 2024. France, au moment où le chèque cyber avait été créé, le label CCI n'existait pas, mais depuis, en train de se faire certifier. D'autres ont préféré faire des appels à manifestation d'intérêt puis de recréer des viviers en interne. Donc je sais que la région Grand Est, par exemple, ils ont leur vivier de sociétés habilitées et ils peuvent pas travailler avec d'autres. Et d'autres régions, elles sont beaucoup plus libres. Il faut juste que ça soit un devis sur de la cybersécurité qui soit présenté. Alors, les définitions légales de TPE et PME, c'est TPE entre 0 et 19 salariés et PME entre 20 et 249. J'ai une toute petite expérience des TPE. En général, elles ne font pas leur informatique en interne. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient en scooter, qui met à jour la base de signature, change un disque dur et qui repart. Comment ça se passe dans ces cas-là, en fait, quand l'informatique est 100% externalisée? Parce que je ne sais pas si on peut appeler ça un infogéreur, mais disons, est-ce que le prestataire informatique peut demander l'aide directement ou est-ce qu'il faut forcément que ça passe par le patron de l'entreprise et qui, lui, a aucune idée de ce que c'est et a autre chose à faire? Aujourd'hui, c'est le patron de l'entreprise qui va être sponsorisé pour faire son audit en cybersécurité et on contrôle l'infogéreur ou le prestataire informatique ou le neveu du patron qui s'y connaît un petit peu en informatique parce que c'est lui qui a mis en œuvre les process, c'est lui qui met en œuvre les outils et donc on l'audite dans le cadre du contrôle des prestataires. Et c'est très compliqué parce que le patron, il est tellement dépendant de l'informaticien qui lui sauve la vie que engager un processus de quelqu'un qui va auditer et d'une certaine manière contrôler le travail parfois, on va dire entrée de gamme en termes de cybersécurité que fait ce prestataire, c'est à double tranchant et très dangereux pour le chef d'entreprise. Et donc, ça ne peut que faire que le chef d'entreprise aura très peur de se mettre à mal le prestataire informatique dont il dépend, le fournisseur principal de son logiciel dont il dépend. Quand il a un expert comptable qui vient contrôler les comptes de son comptable, c'est le même problème. Nous, ce qu'on vient expliquer, c'est qu'on n'est pas là pour casser le prestataire ou pointer du doigt ce qu'il a mal fait, c'est de les mettre en avant et puis après de faire des recommandations qui sont après appliquées ou pas. La décision de les appliquer, ça reste à la main du dirigeant. Donc nous, on est vraiment sur une phase d'audit bienveillant sur le fait qu'on va identifier des problèmes,
de présenter le risque concret pour le président et puis après de voir si le prestataire ou l'infogéreur est intéressé pour les mettre en œuvre ou pas. Bien sûr, ça se négocie. En général, l'infogéreur, il va refacturer ce travail. Et jusqu'à présent, on a des fois du mal à rencontrer l'infogéreur, mais une fois qu'on l'a rencontré, ça se passe mieux. Et on a des infogéreurs qui nous ont demandé après de faire ça pour leurs autres clients, parce qu'ils avaient du mal à vendre des services en cybersécurité. Et pour les infogéreurs, ça a été l'occasion de montrer qu'il y avait des choses à faire et que c'est ce qu'ils recommandaient à leurs clients depuis longtemps. Est-ce que tu recommandes aux infogéreurs de se former un peu en cybersécurité ? J'ai le droit à un joker là-dessus. Aujourd'hui, je sais pas si tu as d'autres stats, toi, Alice, sur des PME. Sur 80% des infogéreurs, on n'est pas au niveau en termes de cyber. Que ça soit sur la partie administration de leurs prestataires, l'administration du firewall ou du VPN avec une console d'administration ouverte sur Internet, qui est le grand classique. Donc non, les infogéreurs aujourd'hui... Intéressant, ça veut dire que vous demandez les factures d'intervention, mais vous demandez aussi le rapport d'intervention et vous faites des statistiques en fait sur les failles les plus courantes, les choses comme ça, parce que ça, c'est des choses qui manquent énormément. C'est vrai que dans le cadre du dispositif cybersécurité BPI France, la chance qu'on a, c'est que c'est un dispositif national qui s'est très bien développé jusqu'à présent. Et on commence à pouvoir faire des statistiques puisqu'on a accompagné près de 400 entreprises ces derniers mois, en 2024. Et donc on commence à avoir quelques chiffres intéressants, notamment pour rebondir par rapport à la responsabilité cyber. On a un tiers des entreprises, donc c'est des PME, TPE, voire ETI, qui n'ont pas de responsable des systèmes informatiques. C'est un chiffre parlant. Et Alice, justement, quelles sont les spécificités des aides proposées par la BPI ? Alors, pour prendre un peu de recul sur la naissance des aides proposées par BPI France, il faut savoir que BPI France, on accompagne les entreprises pas que de manière financière, mais aussi en faisant du conseil. On fait des milliers de prestations de conseil par an auprès des PME et des ETI françaises de tout secteur d'activité, partout en France, y compris dans les dom-toms. Et donc ce sujet de la cybersécurité, on est au plus proche des dirigeants, donc on l'a évidemment senti depuis plusieurs années. Et puis aussi, il y avait un sorte d'appel à l'aide sur, en effet, le manque de moyens à disposition des dirigeants pour prendre en compte ce sujet. Et on a voulu donc les accompagner en leur offrant des prestations concrètes, pragmatiques, proches du terrain, en faisant intervenir des experts au sein des entreprises et puis en subventionnant les prestations. Donc nous, on a un accompagnement qui va de l'audit, comme parlait Quentin, jusqu'à la remédiation et à la mise en œuvre de solutions au travers de financement. Donc on a un premier volet qui s'inscrit dans le cadre d'ailleurs du plan Cyber PME, qui est porté par le gouvernement au travers de la Direction générale des entreprises. Donc ce premier volet, c'est ce qu'on a appelé le diagnostic cybersécurité, qui est une prestation forfaitaire de 8 jours qui permet de faire un audit à 360 au sein de l'entreprise pour pouvoir identifier ses failles, ses éventuelles faiblesses, les points à remédier de manière essentielle. Et puis on a un volet B qui est un financement de la mise en œuvre du plan d'action qui est hyper large, qui peut aussi bien couvrir de l'achat de solutions, des abonnements, ça peut être la mise en œuvre d'un SOC manager, d'un EDR, mais aussi les prestations intellectuelles, donc par exemple le financement d'un RSSI externe, ça peut aussi être couvert par ce financement. Et vous avez des consultants attitrés à la BPI pour réaliser ça, ou est-ce que vous avez des partenariats stratégiques ou en tout cas avec des cabinets de conseil de renom pour réaliser ces prestations? Oui, alors nous, pour recruter les experts, on a fait un appel à manifestation d'intérêt. Donc on a recruté de manière très ouverte des experts, soit des experts indépendants, soit qui font partie de sociétés. Donc Quentin est un exemple chez Stif, qui sont répartis partout sur le territoire et qui sont externes à BPI France, donc, mais qui interviennent en partenariat avec nous et en marque blanche BPI France dans le cadre des diagnostics cybersécurité. Et là, vous avez tout type de structure. Enfin, je veux dire, ça va d'un freelance qui est sur Malte à quelqu'un qui va vraiment avoir sa société de conseil avec pignon sur rue. Enfin, je veux dire, vous avez vraiment tout type de... Oui, pardon. Donc, comme je disais, on a des indépendants et on a des consultants qui font partie de cabinets de conseil qui ont pignon sur rue. Mais on a été très exigeants et on a fait une sélection assez importante. On a eu beaucoup de candidatures et on a essayé de prendre les consultants les plus expérimentés, capables à la fois d'intervenir sur des audits de type organisationnel et technique, et puis aussi capables d'accompagner l'entreprise sur la suite de la mise en œuvre.
Et dans quel cas on doit faire appel, il vaut mieux faire appel à BPI France ou à la région? Comment est-ce que, en tant que dirigeant d'entreprise, je choisis de m'orienter vers l'un ou vers l'autre? Moi, je pense qu'il y a une question de certitude. Les régions, c'est un dossier à monter, c'est un avancement de frais aussi à prévoir. Et une fois que le dossier a été monté, il faut qu'il soit validé et qu'il y ait encore des sous dans les caisses. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait, c'est des budgets qui sont votés région par région. Et il me semble que c'est le cas pour l'Île-de-France depuis fin 2024. Il y avait une enveloppe pour 200 audits et je crois qu'elle a été épuisée. Là, on n'est plus remboursé. L'avantage, je pense, de BPI, c'est qu'on a la certitude de faire enfin, on a une réponse et un go, no go, au bout de quoi? C'est 15 minutes maintenant, c'est ça l'engagement que vous avez pris? Ouais, maintenant on envoie un contrat en 5 minutes aux clients qui souscrivent. Voilà, donc je pense que c'est plus une question de certitude. Oui, mais là, on peut pas prendre la décision en 5 minutes. On envoie en 5 minutes le dossier à remplir, non? C'est pas ça? Non, vraiment, en fait, nous, on a construit un site en ligne, direct pour bpifrance.fr, sur lequel les clients peuvent réellement souscrire en 5 minutes. Notre volonté, en fait, c'est que le dispositif soit déployé de la manière la plus large possible pour toutes les PME françaises qui en ont besoin. Et donc, on a vraiment travaillé sur cette question d'efficacité de la mise en œuvre. T'as du Gen AI derrière, Hervé. Non, mais en fait, dans le big time. il y a juste une vérification du fait que l'entreprise correspond bien aux critères Oui. par rapport aux bases INSEE habituelles. Et à partir du moment où elle répond aux critères, qu'elle n'a pas déjà déposé de dossier, etc., effectivement, c'est bon. Exactement. Ouais. En fait, il n'y a pas d'évaluation sur l'importance ou la dépendance du numérique dans le cadre de l'activité de l'entreprise. C'est le chef d'entreprise qui prend l'initiative qui gagne. Et Hervé, tu connais une entreprise aujourd'hui qui n'est pas dépendante du numérique? Alors, j'en connais qui le sont, mais alors infiniment moins que d'autres. Et notamment parce qu'il y a quand même des métiers où... Et Alice, quel est votre retour après près de 400 interventions auprès d'entreprises? Est-ce que j'imagine que les entreprises sont très satisfaites de ces aides? Oui, les entreprises sont globalement très satisfaites de ces aides. C'est vrai qu'on a des taux de satisfaction supérieurs à 95% et des très bons retours de la part des dirigeants accompagnés. Je pense que le succès du dispositif, c'est qu'il vise à démocratiser la cybersécurité pour toutes les PME qui en estiment avoir le besoin. Donc aussi bien une chaudronnerie en Dordogne qu'une boîte dans l'IT à Paris peuvent bénéficier du dispositif. Et puis surtout, ce qu'on voit, c'est que à la sortie du diagnostic, en moyenne, on augmente la maturité de l'entreprise de 30%. Voilà, c'est pas négligeable. Et notre référentiel, c'est en effet la grille d'évaluation qui a été construite avec l'ANSSI, avec l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, et qui est vraiment à 360 sur tous les aspects de l'entreprise. Donc voilà, on pense que notre dispositif a un vrai retour qualité prouvé et qui peut aider les dirigeants à monter en maturité et surtout à prendre en main ce sujet de la cybersécurité si c'était pas déjà fait. Et vous projetez d'aider combien d'entreprises en 2025? Alors en 2025, on a pour ambition de renouveler ce qu'on a fait cette année en 2024. Donc on vise 300 accompagnements. Et est-ce qu'en interne, vous essayez d'avoir des directives pour vous dire, voilà l'état de la cyber, et peut-être en lien, en collaboration avec l'ANSSI, de dire, on souhaite faire en sorte que les PME, les TPE gagnent en maturité sur ces axes précis. Potentiellement, la PME, la TPE n'a pas du tout pensé, je sais pas moi, j'en sais rien, à la gestion de son VPN ou ce type de choses. Et où vous, en fait, vous vous dites en interne, c'est vraiment quelque chose où on se rend compte que toutes les compromissions qu'on a, c'est un des vecteurs d'attaque privilégiés. Et donc, on souhaite vraiment mettre un accent pour, on va dire, sécuriser au mieux le territoire. Est-ce que vous avez ce type de réflexion? Oui, alors déjà, dans notre grille d'évaluation, donc il y a 75 points de contrôle, on a essayé d'être le plus exhaustif possible. Il y a aussi bien la sensibilisation des collaborateurs que la sécurisation des postes ou la sécurisation des accès sensibles ou encore la gestion de tout le matériel hors ordinateur, de tous les périphériques. Et en effet, au travers des 350 et quelques missions qui ont été effectuées jusque maintenant, on voit qu'il y a des aspects qui reviennent très fréquemment et qui sont des choses qu'on pourrait considérer comme basiques ou essentielles, mais en fait qui sont souvent pas pris en compte par les dirigeants. Donc là, j'en ai quelques-uns que je peux vous citer.
La sécurisation des accès sensibles, ça revient tout le temps. Les politiques de mots de passe, pareil, c'est basique, mais c'est pas forcément pris en compte. Le chiffrement des données, la sécurisation du réseau, et puis tout ce qui est gestion des accès administrateurs sur les postes et les serveurs. Il n'y a pas la sauvegarde? Alors là, c'est les Là, ça, c'est un top 5. Ouais, c'est le top 5 C'est des top. recommandations qu'on fait en Oui, mais auditeur. ça veut dire que vous constatez que ce qui est déjà fait correctement, c'est les sauvegardes. Non, c'est le top Ça- 5 des ça veut actions pas dire qui ça. sont recommandées. En fait, il n'y a pas on n'a pas de directive en disant il faut pousser D'accord. absolument la sauvegarde. Il faut Non, pousser parce que absolument tu citais les experts comptables tout à l'heure. Bon, parmi les grands infogéreurs de logiciels pour experts comptables, il y en a quand même un qui avait mis en petit ah oui, c'est dans le cloud et tout, mais c'est à vous de faire la sauvegarde. Il y a qu'une minorité d'experts comptables qui avaient bien lu les lignes en petit et qui faisaient eux-mêmes une sauvegarde en local dans leur cabinet. Et il y a des milliers de PME qui ont perdu leur comptabilité l'année dernière parce que justement, le jour où le fournisseur s'est fait avoir, les gens n'avaient pas de sauvegarde. Donc même les experts comptables qui aujourd'hui sont plus sensibilisés que la moyenne des PME de par leurs syndicats, etc., et qui eux-mêmes sont en charge d'aller sensibiliser les gens dont ils font la comptabilité sur la cybersécurité, eux-mêmes, ils n'étaient pas au point sur la sauvegarde. Donc moi, je me dis, mais la première chose qu'il faut réapprendre à toutes ces PME, et éventuellement à leurs prestataires, c'est la sauvegarde. Pour moi, il y a 3 sujets qui sont prioritaires. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est la sauvegarde, la sensibilisation des collaborateurs et le patch management, qui sont, une fois qu'on a fait ça, le b.a.-ba en termes de sécurité. Mais je sais plus qui a posé la question, on n'a pas de consigne en disant sur quel sujet il faut pousser en avant. Nous, on fait on fait un plan d'action qui peut aller jusqu'à 75 actions, parce qu'il y a 75 points de contrôle, pour améliorer chacune des notes. Après, qu'on peut décliner un peu plus précisément. Mais le top 5 qui ressort, c'est ce qui ressort le plus souvent. Donc c'est là où ça fait défaut. Et ensuite, ça dépend de chaque auditeur sur le savoir, est-ce qu'il met ça dans son top 5 ou pas. Et au bout d'un an, est-ce que vous commencez à avoir de la progression par rapport aux audits, aux états des lieux qui étaient faits, qui ont été réalisés Ouais, alors c'est une excellente question, mais on n'a pas encore eu la possibilité de faire vraiment des retours dans les entreprises pour aller vérifier que les recommandations des auditeurs avaient été mises en place. La seule chose qu'on peut savoir pour l'instant, c'est ce que projettent les auditeurs justement qui sont intervenus au sein des entreprises. Comme je disais tout à l'heure, en moyenne, ils proposent une amélioration de 30% du niveau de maturité en cybersécurité de l'entreprise sur la base des recommandations qu'ils effectuent. Reste à vérifier si dans un an, les dirigeants d'entreprise auront bien effectivement pris en compte les recommandations et les auront mises en œuvre. Mais en tout cas, on fait tout pour aller dans ce sens-là, y compris justement, je pense que l'intérêt de nos dispositifs, c'est aussi justement la présence de l'auditeur sur site. Il passe minima 2 à 3 jours avec le dirigeant de l'entreprise pour sensibiliser ses collaborateurs, pour sensibiliser son comité de direction, pour faire passer les messages et pour montrer que l'investissement dans la cybersécurité est vraiment essentiel et pour quelles raisons elle est. Alors, ma question elle portait plus sur le résultat de l'état des lieux pour savoir s'il y avait une progression, on va dire une tendance vers la progression globale des entreprises. Oui, Ouais, par entreprise par entreprise. Non, mais là, c'est peut-être un peu tôt, là. Ouais, c'est pas évident comme question et malheureusement, je suis pas sûre de pouvoir te dire qu'il y a une progression. Il y a une différence en fonction, je dirais, de la taille des entreprises et des secteurs. Je pense que les secteurs les plus techniques et les plus industriels sont parfois les plus sensibilisés et par nature, il y a peut-être des ressources plus techniques qui y travaillent et donc les scores de maturité. On revient sur l'histoire des 30%. Vous avez cité un référentiel de l'ANSSI qui permet d'évaluer sa maturité. C'est lequel? Parce que, Alors, finalement, c'est le guide d'hygiène de l'ANSSI avec les 42 points de contrôle. Mais en fait, nous, dans le cadre de notre dispositif DIAC Cybersécurité, on a travaillé directement avec l'ANSSI pour adapter ce référentiel, l'augmenter. On a rajouté des choses sur notamment le cloud, sur les systèmes d'information industriels et sur la gestion des infogéreurs qui permet d'arriver à 75 points de contrôle. Donc c'est la spécificité de notre dispositif. Et est-ce que vous avez des entreprises cibles privilégiées? Alors nous, on essaye de privilégier les entreprises qui viennent des secteurs qui vont être concernés par NIS 2. Donc les secteurs les entreprises qu'on appelle essentielles ou importantes.
et notamment les secteurs aéronautique, énergie ou d'autres. Mais ceci dit, toutes les entreprises de tout secteur d'activité sont bien sûr acceptées au dispositif. Et je suis président d'une TPE-PME. Quel est, dans le fond, où est-ce que je vais pour me renseigner sur tous ces dispositifs ? Alors, Qu'est-ce que je tape sur Internet pour justement me renseigner ? En fait, c'est vraiment ça le problème. Parce que le chef d'entreprise de la PME, il écoute pas nos limites sécu. avant de répondre à ta question, Paul, j'aimerais juste qu'on revienne sur le NIS 2, sur le secteur d'activité, parce que peut-être qu'on a des responsables IT de ces entreprises qui nous écoutent et qui sont pas encore au courant, qui sont concernés, ou bien que ils seront concernés parce qu'ils ont leurs clients qui travaillent dans ces secteurs d'activité. Et je pense que ça, c'est un point aussi qui est important, c'est que sur NIS 2, il y a une phase de contrôle des prestataires. Donc, c'est-à-dire que si votre client est dans un des secteurs d'activité qui est concerné, il devra contrôler votre niveau de maturité en cyber. Et donc, sur les secteurs, on a l'énergie, tout ce qui est électricité, gaz, pétrole. On a tout ce qui est l'eau potable, les eaux usées, alors les administrations publiques, les infrastructures numériques financières, alors qui sont couverts en particulier en plus avec DORA, tout ce qui est dans le milieu de l'espace, de la santé, que ça soit du dispositif médical ou bien des prestataires de soins de santé, tout ce qui est dans le transport également, et puis beaucoup de sociétés de manufacture. Et je pense là quasiment tout ce qui se fait pas à Paris même, en tout cas informatique, de dispositifs médicaux, d'équipements électroniques, de machines équipements, ou bien dans la fabrication automobile, ils vont être couverts par NIS 2. Pareil sur tout ce qui est distribution de nourriture, ils seront couverts par NIS 2. Et si un de vos clients travaille dedans, vous allez devoir à un moment vous mettre en conformité cyber. Ok, est-ce qu'il y a un autre point que vous souhaiteriez évoquer avant le mot de la fin ? J'ai pas répondu à la question de Paul, et je me souviens plus ce que c'était. Non, c'était finalement quel est le premier endroit où je peux me renseigner sur tout ce type de dispositif ? Qu'est-ce que je tape dans Google ? Sur quel site je vais ? Alors, il y a deux sites. J'ai refait un petit peu mon point moi sur les aides régionales et locales avant l'épisode, donc ça m'a permis de refaire un point. Et il y a deux référentiels. Alors un que je connaissais pas qui s'appelait qui est tout nouveau, qui s'appelle francenum.gouv.fr, et un que je connaissais déjà qui c'est aide-entreprise, le tout au pluriel, donc aide et entreprise avec un s.fr, qui permettent de savoir toutes les aides sur lesquelles un dirigeant, en tout cas, ou une entreprise peuvent demander. Et pour BPI France, vous pouvez taper diac.bpifrance.fr et vous trouverez tous nos accompagnements, y compris ceux à la cybersécurité. Ok, est-ce que vous souhaiteriez apporter le mot de la fin ? Pour le mot de la fin, moi je pense que c'est un super dispositif qu'on soit aidé au niveau du politique pour qu'on puisse faire des diagnostics. Je pense que c'est aussi une super opportunité pour les dirigeants de grands groupes qui vont devoir gérer l'audit en maturité cyber de tous leurs prestataires, de forcer leurs prestataires à passer par des dispositifs d'aide, que ça soit régional ou bien celui de BPI, pour se faire auditer et puis partager les rapports de l'auditeur pour avoir cette évaluation faite à un moindre coût. Alice ? Alors moi je dirais, n'attendez pas qu'il soit trop tard pour vous préoccuper du sujet de la cybersécurité. Il y a énormément de dispositifs en France, dont Quentin et moi avons parlé. Ce que je peux dire, c'est que chez BPI France, on essaye de mettre en œuvre un dispositif de portée nationale pour vous accompagner de l'audit jusqu'à la mise en œuvre de vos solutions. Et que, n'hésitez pas à vous adresser à BPI France sur le sujet de la cybersécurité. On est là pour vous accompagner. Bien, le message est passé. Merci Alice, merci Quentin, merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.